Merci beaucoup. Je vous laisse la parole par rapport à la situation en RDC. D'accord. Bonjour tout le monde. Merci de l'opportunité. Moi, c'est ma première fois de venir à Sciences Po et de prendre la parole. Désolé pour ma voix. Donc, j'ai un concert demain et je crois que j'aurais besoin d'un petit sorcier blanc vu que je ne suis pas dans mon village là pour traiter ma voix avant. Mais je vais faire au mieux. Alors, je viens du Congo. On a pour habitude de dire souvent, voilà, le cas congolais n'est pas assez connu, on n'en parle pas souvent. Tout à l'heure, vous parlez quand même du silence, non-réactivité de la communauté internationale. Je crois en fait que le cas congolais est connu de tous et les gens se sont habitués d'une certaine manière. Et c'est devenu triste. Vous devez comprendre dans quoi on est en train de parler de quoi. On est en train de parler d'un État qui, la conférence de Berlin, c'est 1884-85. C'est Bismarck à la tête, c'est quelques amis qui décident, un tout petit peu, Léopold II d'un côté, conseillé par, je crois, Stanley, de créer un État, une espèce de multinationale où tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Pour eux, le peuple qui vit là-dedans, non, on ne compte pas sur ça. On dessine les frontières, on casse les barrières qu'il y avait culturelles, ancrées. On envoie quelques missionnaires pour ramener Jésus-Christ à l'intérieur avec des choses incroyables. Et Veilla arrive, du caoutchouc. Le mec, il lui faut son caoutchouc pour les pneus et autres. Et le premier génocide est là. L'omerta de la communauté internationale y était déjà, à partir de là. On n'a jamais jugé. La preuve, dès le moment où les journalistes anglais commençaient à faire des enquêtes, il a cédé l'État et les Belges ont repris tout ça. Et ça continue. Cette culture d'impunité a continué. Arrive à peu près notre tour, parce que du coup, je peux faire beaucoup plus simple. Vous avez vu la mort de Lumumba, tout ce qu'il a déclenché comme manifestation dans le monde, mais ça faisait partie d'une grande culture. Beaucoup ici parlent de la France, tout simplement par rapport à son empire. Nous, on ne parle pas de la France là-bas. C'est-à-dire qu'on parle des États-Unis, on parle de la France, on parle de la Belgique, on parle de... Voilà, ils sont tous d'accord sur un fait. Ils sont tous d'accord sur un fait que ça ne peut pas avancer. Après, il ne faut pas rentrer dans les discours des héros, des machins, tout ça. On connaît. Et en plus, on sait que bientôt, c'est les élections, donc il peut toujours dire ce qu'il a envie de dire. Et c'est très simple de le dire à partir d'ici, TV5, France 24. À l'interne, c'est qu'on sait que nous, on n'a pas élu Kabila déjà dès le départ. Son père, il meurt. Vous savez comment ils sont arrivés. De l'Est du pays, des millions de morts. Et bien sûr, comme ça a arrangé toute la communauté internationale, parce qu'il y avait Rwanda stabilisé, tout ça, donc ça fait toujours rire ici quand on voit certaines personnes militer contre Trump, mais pour le mien à Kinshasa, on s'en tape totalement. Il arrive déjà, même des noms, on ne les met pas. Donc on ne comprend même pas ce que vous dites ici, entre les extrêmes, tout ça. On dit, de toutes les façons, on sait que la politique américaine à l'extérieur, c'est immuable. Mais bon, après, on peut toujours s'ébranler l'esprit avec les discours de Trump. Peut-être qu'on n'est pas assez conscient. Mais Hillary, c'est-à-dire le nom Clinton, tout simplement, on sait ce que ça nous rappelle par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda jusqu'à l'installation de Kabila. D'accord. Mais est-ce que si vous revenez en fait sur votre rôle à vous en tant que porteur de voix dans la mobilisation que vous menez, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus par rapport à la lutte politique ? Je tente de faire le lien, parce que c'est souvent très compliqué. Si en 10 minutes, quelqu'un vous explique la problématique congolaise et vous dites que vous avez compris, c'est qu'il vous a mal expliqué. Soyez-en sûrs. Parce que c'est pas possible. Et pas comme ça. Je suis très content de voir mon ami Nzuluni de Filimbi, parce que c'est un grand militant aujourd'hui. Et moi, je me reconnais beaucoup dans son discours, en fait. S'il faut directement venir à moi, à mon rôle, à ce que l'on ressent aujourd'hui un tout petit peu, vous devez savoir que les 19, par exemple, là, les 19 prochains, pour tout le monde, c'est la fin du régime Kabila. Pour tout le monde, c'est assez clair dans la Constitution et autres. Tout à l'heure, je vous ai fait un petit lien entre ce qu'Hérault raconte. Quand vous voyez que Brazzaville, il a suffi que ça souvienne ici, rentrer, modifier la Constitution, s'éteindre, refaire des élections, repousser même la date, avancer la date, tout ça pour pouvoir faire ces élections et gagner. Et c'est fini, et on n'attend plus la France. De toute façon, on n'en attendait pas beaucoup. Nkurunziza, juste à côté, vous avez vu ce qu'il a fait. Il est là. Au Rwanda, on est jusqu'en 2034.
c'est bon, ça arrange tout le monde. Eduardo, parce que ça faisait rire quand on a vu les chefs d'État de l'Union africaine aller en Angola et dire tout ce qu'ils ont dit, alors que nous, on était à l'Union africaine il y a 2 ans, on a fait des propositions, mais ça, je vous épargne. Donc les 19 là, ça va être la fin. Et en fait, ça c'est voilà, la fin constitutionnelle. En principe, il fallait qu'il y ait. Et là, ça s'entrechoque énormément. Donc c'est intéressant maintenant de voir la communauté internationale qui compte sur la rue, qui compte sur notre rôle, qui compte sur ce que les films peuvent faire, les mouvements des activistes et tout. Ils ont oublié que c'est eux qui ont créé le problème au départ. Ils ont créé le problème. Là, il y a eu des massacres le 19 septembre passé. C'est devenu des chiffres. Mais non, ça intéresse les journalistes de dire, bon, Lexus, c'est quoi la stratégie? Bon, les Filimbi, est-ce que vous avez une stratégie? Mais oui, vous voulez quelle stratégie, en fait? Parce que on est passé à 6 ou 7 millions de morts, mais ça, c'est même pas nous qui avons compté cela, c'est ici que ça se compte. Pas quelqu'un d'arrêté, pas de procès, les charniers sont partout dans le pays. Mais après, on a toujours Union européenne, les États-Unis, ouais, voilà, la rue a des choses à dire. On sait que tout ça, ils ne sont pas avec nous. On est seuls. Et ce qui est mauvais, par exemple, pour des gens comme moi, ou pour les autres, est qu'ils vont bien se rappeler, parce que moi, de toutes les façons, toute la classe politique est médiocre, donc je ne rentre pas dans ça. On va appeler les gens vont devoir sortir. On va tuer, de toutes les façons. La MONUSCO, qui a sa plus grande armée au Congo, est présente. Et les viols que vous attendez, tout ça, c'est des zones où il y a la MONUSCO et tout le reste. Hein. Il faut pas... La MONUSCO, c'est la force de l'ONU. Les gens vont sortir probablement les 19. Ils vont marcher. Ils vont se faire massacrer. Ça va donner un prétexte peut-être de se débarrasser de Kabila d'une certaine manière. Ce ne sera jamais nous, parce que ce qu'on a vu au Burkina Faso est qu'on appelle à la marche, les balais citoyens sont là, mais dès le moment où Blaise fait, Hollande, 2 heures ou 3 heures plus tard, dit on l'a exfiltré pour éviter le bain de sang. C'est-à-dire que le boss venait de recadrer en disant oui, vous avez marché, tout ça, mais bon, on a dû l'exfiltrer pour éviter le bain de sang. Ça peut peut-être se passer pareil au Congo. On a besoin de ces sangs pour que la communauté internationale change encore une autre personne, mette à la tête. Mais en réalité, je me suis posé la bonne question de savoir, mais est-ce que même ces élections servent à quelque chose? Depuis le discours de la boule, on se pose cette question. Est-ce que ces élections à $1 milliard, par exemple chez nous, pour un budget qu'on vient de déposer qui est à peu près 5 milliards de dollars, où on sait que la personne qui va perdre va contester cela, on sait très bien que la voix du peuple, en réalité, c'est clair, même sans organiser les élections, les gens ne parlent même pas, les gens parlent d'alternance. Ils ne font même pas, ils ne donnent même pas la possibilité de dire, mais tiens, il peut y avoir le dauphin de l'autre qui peut l'emporter. Non, les gens parlent de l'alternance. Mais la communauté internationale sera toujours en train de crier au moment où il y a des morts. Alors, des gens comme nous, le Congo, c'est un pays de la rumba avant tout. Moi, je fais du rap. Donc, à un moment donné, on a commencé à m'appeler la fausse note au pays de la rumba. Moi, je fais du rap. Et il faut comprendre le contexte. Les gens sont habitués. La musique est partout au Congo, que ce soit le deuil, les églises et les politiciens. Ils sont encore beaucoup plus forts parce qu'à chaque fois qu'ils font leur conciliabule, depuis 1960, Kabasele est venu dans la valise de Lumumba. Lui, il a fait la célèbre chanson Indépendance Tcha-Tcha que le monde entier connaît et ne connaît même plus les acteurs qui étaient dans cette conférence à part Lumumba. C'est qui est incroyable. Mais la musique est toujours quelque part. Et la plupart des musiciens ont beaucoup travaillé pour faire danser les hanches, parler un tout petit peu de... Et ils ont eu beaucoup du mal à rentrer dans le jeu parce qu'en fait, dès que tu commences à parler des problèmes sociaux, tu es taxé d'être un musicien politique. Parce que la nuance est très vite. Dès que tu commences vraiment à dénoncer, parce que tu ne peux pas commencer à dire que ça, c'est pas normal, qu'on ne ramasse pas les ordures, que les gens ont faim, que moi, je ne viens pas vous raconter ça. Ça, vous le savez, cette misère-là, je l'explose. Et je ne l'expose plus depuis un moment. Mais dès que vous commencez à parler de ça, même les journalistes qui vous posent des questions, alors que la liberté d'expression est consentie dans la Constitution, est consacrée, c'est est-ce que tu n'as pas peur qu'on t'arrête? Et comment tu fais? Alors que c'est la mauvaise question, parce que même elle-même, le journaliste devait lutter pour que cette forme de parole soit libérée. Donc on se retrouve maintenant dans ça, où quand tu chantes ça, la partie au pouvoir est claire, tu roules pour l'opposition. Donc dès que tu commences à dire ça, tu roules pour l'opposition. Et ça, c'est extrêmement grave pour moi, parce que du coup, on ne peut même pas respecter ce que tu peux dire ou chanter, alors que le peuple te soutient. Tu vois, on sent un refrain comme...
La vraie démocratie, elle habite la rue, et les partis de la rue, c'est la rue qui la nourrit. Dès que tu commences à dire ce genre de choses, on commence à te regarder. Les sociétés commerciales qui sont censées, je vais dire, mettre des grandes scènes, ils disent non, 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 toi, ton message là, c'est pas le bon. Alors que dès que tu montes sur scène, tu as le monde entier qui crie les gens sont contents. Eux, ils te boycottent. Le pouvoir qui nourrissent les artistes comme des chiens, te boycottent. Alors, il te reste à devenir peut-être activiste parce que tu peux te radicaliser. Et deux, on vous surveille à fond. Mais on vous surveille parce qu'au Congo, aucun artiste ne peut quitter le Congo. Je crois qu'on est 2 pays dans le monde avec la Corée du Nord. Aucun artiste ne peut quitter le Congo sans l'autorisation de sortie. Et ça, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, en fait. Tu ne peux pas sortir du Congo si tu n'as pas une autorisation de sortie signée par le secrétaire général au ministère de la Culture. Pour bien vous planter le décor, comment ça se passe. Manifestement, vous l'avez eu. Je l'ai photoshopé. Ok, c'est bon. Je l'ai photoshopé avec quelques complicités intérieures. On arrive toujours, parce qu'en fait, c'est ça qui est fou. J'aime bien raconter ça et j'arrête là. Quand l'histoire Filimbi arrive, les Malal et autres, j'avais pratiquement pas de responsabilité, sauf que de donner des petites alertes et de travailler un tout petit peu en dessous. Quand tout le monde est parti, les jours qu'on est venu me chercher à la maison par l'ANER, qui est en fait l'Agence nationale de renseignement, on arrive à la porte de l'ANER. En fait, même les soldats à la porte voulaient des photos. Et le secrétaire, la secrétaire du grand boss qu'on m'a présenté, je crois le numéro 2, elle est venue m'embrasser parce que ses enfants m'adorent, parce que j'avais sorti un album pour les enfants. Et elle dit, mes enfants t'adorent. Donc pour elle, je venais en visite de courtoisie à l'ANER. Et ainsi de suite, jusqu'au greffier, les gens voulaient des photos. Et même eux-mêmes n'étaient pas au courant en fait, que j'ai risqué gros et que je n'étais pas venu en visite. Donc voilà. Merci.